Bonjour à tous, merci de me rejoindre en pleine pause déjeuner pour ce petit éclairage sur la quantification ou comment compresser les LLM. J'ai une petite présentation rapide. Donc Jean-Philippe Fourès, j'ai 38 ans, 2 enfants et 15 ans d'expérience dans la tech. Je bosse depuis 7 ans chez Igon Solutions où on gère des infrastructures et des plateformes dans nos data centers ou sur le cloud. Et on fait aussi des plateformes IA on-premise pour toute boîte qui veut faire de l'IA en propre pour des raisons de confidentialité. Aujourd'hui, le problème majeur des gros modèles de langage, c'est qu'ils sont gourmands. Ils sont gourmands, pourquoi? Parce que les modèles les plus performants sont les modèles les plus gros en termes de taille, ceux qui ont le plus grand nombre de paramètres. Ils nécessitent des ressources conséquentes pour fonctionner, à la fois lors de leur entraînement, il faut plein de GPU, et ces GPU, il faut bien les alimenter, donc consommation énergétique très élevée, et également, une fois que le modèle est entraîné, tout au long de son exécution pour de l'inférence, on consomme aussi beaucoup de ressources. Les GPU ne sont pas faciles d'accès. En effet, Nvidia ou les autres fabricants de puces vont privilégier les gros cloud providers qui vont faire des commandes de dizaines de milliers de GPU à chaque fois. Et il n'en reste pas beaucoup pour toute personne qui veut pouvoir éventuellement s'offrir une plateforme. Et quand c'est possible d'en acheter, ça coûte très cher. Comment faire? La solution que j'ai trouvée, en tout cas l'analogie que j'ai trouvée, c'est qu'on va prendre un chausse-pied. Alors bien sûr, un rapport entre un chausse-pied et un LLM, vous allez me dire, il n'y en a aucun. Et en fait, l'idée, c'est de faire tenir un LLM sur une ressource limitée. Pour cela, on va utiliser une technique algorithmique qui va venir réduire la taille des paramètres qu'occupent les LLM en mémoire pour le réduire mécaniquement. Mais tout d'abord, c'est quoi un LLM? Petit retour sur l'architecture des LLM. L'architecture des modèles de langage aujourd'hui la plus courante, vous en avez certainement entendu parler, c'est l'architecture Transformers. L'architecture Transformers, elle a été créée par Google et open sourcée en 2017. Et depuis, tous les modèles de langage que vous avez entendu parler aujourd'hui ou que vous utilisez peut-être s'appuient sur cette architecture. Pour simplifier, Transformers, c'est en entrée un encodeur qui va prendre tout ce que vous écrivez en entrée, le transformer dans une représentation interne au LLM, et un décodeur pour le retranscrire quand vous lui avez demandé un prompt pour la génération de texte, par exemple. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les deux parties qui composent l'encodeur et le décodeur, les réseaux de neurones. Donc il y a deux réseaux de neurones. Et chaque neurone est composé de deux paramètres importants. C'est ces paramètres-là quand on parle de nombre de paramètres des LLM. Il y a les poids et les fonctions d'activation du neurone. Dans un LLM, on a des millions pour les petits modèles, voire des milliards ou des trilliards pour les plus gros modèles de paramètres. Ce qui fait qu'un LLM est précis, ça va être le nombre de ces paramètres et le type qui est utilisé pour les stocker. Un petit peu compression maintenant. Si je vous donne ce chiffre, vous pensez à quoi? Bon, forcément 56%, ça parle à personne. Si je le donne comme ça, c'est normal. En fait, 56%, c'est la part que représentait le streaming dans le trafic Internet mondial en 2022. Et Netflix, à lui tout seul, c'était 15%. Si aujourd'hui, on a autant de streaming dans le trafic Internet, c'est grâce ou à cause de la compression vidéo qui a rendu possible toute cette consommation de médias. Pour compresser correctement notre Transformers, pour qu'il ne devienne pas trop déformé comme à la déchetterie du métal, mais plutôt plus petit, voyons comment on va faire. En effet, comment on va faire pour réduire le Transformers sans le dégrader, sans le déformer? Parlons des principes rapides de la quantification. Donc, contrairement à un algorithme de compression multimédia qui va prendre un fichier audio, vidéo
le transformer au travers d'un algorithme de compression pour en faire un fichier compressé qui sera ensuite lu et décodé par un player audio ou vidéo et qui va donc reconstruire la donnée en live. Ensuite, il y a des algorithmes de compression qui ont des pertes, comme le MP3. Peut-être que vos oreilles s'en souviennent encore dans les années 2000 et qui souffraient selon le bitrate que vous utilisiez, ou des algorithmes de non-perte comme le FLAC. La quantification, elle, conserve le nombre de paramètres d'un modèle, mais elle va produire une transformation irréversible, puisqu'on va jouer avec toute l'architecture du réseau de neurones en lui changeant leur type. Donc la quantification conserve le nombre de paramètres, mais l'impact sur les performances du modèle va donc dépendre du nouveau type choisi pour ces paramètres-là, de la technique de quantification, et je vais juste les présenter derrière, et bien sûr du nombre de paramètres du modèle. J'en parle depuis le début, je parle de type et de paramètres. Les paramètres dans un réseau de neurones sont représentés par des nombres en virgule flottante. Si je fais appel à vos souvenirs peut-être d'école d'ingé ou de programmation, la virgule flottante, le type de virgule flottante le plus représenté pour entraîner les modèles, c'est le type FP32, donc simple précision, 32 bits, qui est composé d'un bit de signe, de 8 bits d'exposant et de 23 bits de mantis. Ce qui permet de représenter un certain nombre de nombres réels, mais pas la totalité, avec certaines imprécisions. Quand vous prenez un modèle sur Hugging Face pour faire de l'inférence, vous ne trouvez pas de modèle en 32 bits. Vous allez plus souvent trouver des modèles en demi-précision, FP16, ou beaucoup plus souvent en Brain Floating Point 16 bits, qui est un format qui a été inventé par les équipes de Google, encore eux, pour bénéficier du nombre d'exposants de 8 bits sur 8 bits, comme le FP32. Et un petit dernier, parce qu'il a fait beaucoup parler de lui il y a 2 semaines quand Nvidia a perdu beaucoup d'argent en bourse, c'est le FP8. Le FP8, c'est le format sur lequel vous trouverez DeepSeek aujourd'hui si vous voulez l'utiliser, à condition d'avoir pas mal de cartes graphiques parce qu'il est assez gros. Première technique de quantification maintenant. La quantification affine. Il s'agit tout simplement de passer d'un nombre en virgule flottante 32 ou 16 bits à un nombre entier. Pour cela, on fait une simple une simple projection affine, comme si je fais appel à vos souvenirs de collège, où vous allez avoir un ratio de conversion qui va être la mise à l'échelle du modèle, le S sur l'équation, qui permet de diviser un nombre 32 bits pour arriver à un nombre qui est plus petit, qui peut tenir sur 8 bits, et un facteur de mise à 0, si votre 0 du 32 bits n'est pas le 0 du nombre entier. L'avantage de la fonction affine, c'est qu'elle simplifie drastiquement les calculs et qu'elle permet de convertir un modèle LLM pour qu'il fonctionne sur des ressources, on va dire, plus limitées, comme des CPU, des devices mobiles, etc. En tout cas, c'est la technique de quantification qui était la plus utilisée si vous utilisez des modèles LLM avec Ollama notamment. Pour pallier au défaut de précision de la quantification affine, il y a la quantification AWQ qui va porter, elle, sur la partie des fonctions d'activation, et notamment, elle va prendre les poids dominants du modèle pour transformer 99% des poids en un entier sur 4 bits et garder 1% seulement des poids les plus représentatifs en 16 bits, ce qui permet de garder la précision du modèle, tout en diminuant drastiquement sa taille, puisqu'on arrive presque à un facteur de 4 au niveau de la réduction. Et donc chez Gone Solutions, on a beaucoup utilisé cette technique jusqu'à présent pour notre plateforme IA, tout simplement pour pouvoir faire fonctionner un modèle LLM de taille moyenne, 72 milliards de paramètres, Qwen 2 par exemple, qui fait normalement 144 Go de RAM et qui, une fois quantifié avec AWQ, ne tient plus que dans 41 Go de RAM, ce qui nous permettait de pouvoir l'exécuter sur une carte graphique qui avait 80 Go de RAM. Et je dis bien
qu'il en fallait 3 auparavant, tout simplement parce que une fois que vous avez chargé votre modèle en RAM, il faut aussi suffisamment de place en RAM du GPU pour pouvoir faire les inférences, charger tous les contextes des prompts. Donc on est passé de 3 GPU à 1 GPU. Dernière technique de quantification, et après j'en ai terminé, la quantification dynamique en FP8. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit juste précédemment, FP8 c'est le format qu'utilise DeepSeek. Le problème avec les techniques précédentes Affine et AWQ, ce sont les instabilités numériques sur les longs contextes. Quand vous envoyez beaucoup d'informations d'un coup au LLM, vous avez des risques d'erreur de prédiction des tokens, des problèmes de cohérence et la perte de rétention du contexte. Pour pallier à ce problème, la quantification dynamique permet de conserver tous les paramètres du modèle, les poids et les fonctions d'activation, en nombre à virgule flottante. Ce qui permet donc d'éviter les erreurs de précision sur les longs contextes. Et on a un gain de taille équivalent à la fonction affine quand on arrivait sur un entier 8 bits. Avec en plus une augmentation des performances, puisque faire des calculs en virgule flottante sur 8 bits est 2 fois plus rapide avec un GPU que des calculs sur 16 bits. Aujourd'hui, chez Iguane Solutions, on a de la chance. On a réussi à avoir accès à des grosses cartes graphiques NVIDIA, les H200. Donc c'est les dernières générations de cartes graphiques qui sont sorties et qui sont disponibles aujourd'hui avant la prochaine génération qui arrive bientôt. Et là, on est passé sur un Qwen 2.5. On a changé de modèle, on est passé sur la dernière version du Qwen. On a pu utiliser cette quantification. Alors certes, on a un modèle un peu plus gros que la version AWQ, mais drastiquement plus performante, notamment avec des charges en parallèle, puisque sur un seul GPU, on arrive à tenir 55 000 tokens par seconde, on est capable de faire 4000 requêtes par minute. Nos plateformes sont destinées à un usage intensif pour des entreprises qui veulent pouvoir solliciter régulièrement la plateforme. Et donc, pouvoir répondre à 4000 requêtes par minute sur un seul GPU, c'est vachement intéressant pour limiter les coûts d'achat d'une telle plateforme. Donc en résumé, la réduction de la taille des modèles, si vous devez retenir une chose de la quantification, c'est bien cette slide. La quantification réduit la taille des modèles tout en conservant le nombre de paramètres. Cela simplifie les calculs grâce à des types plus petits. On diminue la consommation énergétique en réduisant le nombre de ressources nécessaires au fonctionnement des modèles. Et cela permet de mettre des modèles LLM sur tout un ensemble de devices qui n'ont pas forcément de GPU. Je vous remercie. J'espère que ce petit éclairage sur la quantification vous a plu. En tout cas, je vous invite à me faire tous les feedbacks que vous souhaitez faire, bien, pas bien. C'était la première fois que je donnais ce talk sur ce sujet, donc je suis prêt à l'améliorer et je suis preneur de feedback pour pouvoir l'améliorer. Et je suis là pendant les 2 prochains jours, donc je vous remercie. Il reste 20 secondes. Ok. Allez-y si vous avez des questions. Oui. Alors la question c'est pourquoi toutes les entreprises ne font pas la quantification aujourd'hui sur leur modèle, puisque c'est bon pour l'énergie, enfin pour la réduction de la consommation d'énergie. En fait, les compagnies, elles entraînent leur modèle sur des datasets qui sont conséquents, et elles vont souvent entraîner le modèle sur des floating points 32 bits, comme j'ai dit. Mais là où DeepSeek vient perturber un peu le jeu, c'est que les modèles que tu trouves maintenant pour utiliser DeepSeek, par exemple, sont déjà par défaut en FP8. Ce qui veut dire que tu n'as même pas besoin de faire l'opération de quantification pour le réduire, puisqu'il est déjà quantifié. Donc ça va potentiellement perturber la chose. Après, sur un nombre flottant en 8 bits, tu ne peux pas mettre autant, tu ne peux pas représenter autant de nombres que sur un nombre 32 bits. Donc en termes, tu perds quand même en précision entre guillemets par rapport à 32 bits. C'est un jeu de compromis à trouver. Et si le modèle a été entraîné initialement en 32 bits, le transformer, quelle que soit la transformation que tu vas faire, tu vas quand même perdre en précision. Un FP8, tu perds légèrement, ce qui ne se ressent pas visuellement. C'est un peu comme quand tu prends un flux vidéo brut et que tu regardes en Full HD, ton œil va pas forcément toujours le percevoir. Merci à vous.